Donc souvent, on décompose une obligation convertible en deux bouts. Une obligation plus une option d'achat. Et on convertit ça. Nous, évidemment, on ne va pas faire ça. On peut travailler un petit peu comme ça. L'équivalent anglais, c'est convertible bond. Vraiment littéralement obligation convertible. Et on a beaucoup, ces derniers temps, d'émissions de ce qu'on appelle des OCA. C'est-à-dire ce sont des obligations convertibles, mais pas forcément en action nouvelle. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de facteur de dilution. Donc en action nouvelle ou existante. C'est-à-dire que l'émetteur peut très bien émettre de nouvelles actions, comme en avoir en portefeuille ou en racheter pour les livrer aux souscripteurs. Alors évidemment, ça perd un peu moins d'intérêt en termes de dilution, pour l'approche de la dilution. Et voilà. Je suis obligé il y a des périodes, il y a des modes aussi. Avant, les obligations convertibles, c'est vraiment que des actions nouvelles. Et ils ont trouvé les océanes, certainement pour les actionnaires, ça permet de réduire la dilution et de faire une opération à partir d'actions qu'on a déjà en portefeuille. Dans l'approche, je ne vais pas faire varier le facteur de dilution, je ferai comme si elles étaient nouvelles. Du coup, je précise la décomposition classique d'une obligation convertible. Donc vous avez une valeur obligataire, ce qu'on appelle en général le plancher obligataire ou la valeur nue, et puis vous avez en décalage, vous voyez le profil d'une option d'achat. Vous voyez, donc quand vous faites la somme des deux, vous avez une couverture. C'est une option d'achat décalée du plancher obligataire. C'est souvent une analyse qui est réalisée en première approche. Là, du coup, ça me fait penser à un truc que je Et la partie qui dépasse la valeur d'obligation, on appelle ça le droit de conversion. C'est-à-dire que le prix de l'option qui vous donne la possibilité de convertir si c'est intéressant. Je vais peut-être passer à l'exercice, puis je reviendrai Oui, je vais passer à l'exercice. Vous parlez de vocabulaire. Donc vous avez ici un tableau qui récapitule ce qui vous est proposé, à savoir, donc vous avez des obligations donc, qui payent des intérêts à partir du 1er janvier 2001, de valeur nominale 150 €, de taux d'intérêt nominal 6/2, c'est-à-dire 6,67%, et donc là, c'est vraiment que du calcul obligataire avec un taux de rendement actuariel brut en cas de non-conversion de 10%, soit un emprunt qui dure 10 ans. Et on amortit cet emprunt à 5 annuités constantes à partir de la 6e annuité. Toute cette partie-là, c'est calcul obligataire, c'est première année de la formation. Il n'y a rien, il n'y a pas de caractère écrit, il n'y a rien du tout. Donc, si je regarde ce qui se passe, à chaque date, j'ai un flux qui dépend du coupon et qui dépend aussi
de la valeur de remboursement. Donc les 5 premières dates, il n'y a que des intérêts. Alors pourquoi? Donc on vous dit qu'on commence à rembourser qu'à partir de 2006. Pourquoi ça fait 1 million? Vous avez 100 000 titres émis et un coupon de 6,2% sur 150, ça fait 10. Donc 100 000 fois 10, ça fait 1 million. Donc les 5 premiers flux de l'obligation, c'est 1 million de coupons. Et puis ensuite, eh bien, on rembourse des titres. Là, par exemple, j'ai mis au hasard 15 000 et ça vaut 160. Donc, cette année 2007, on va avoir un 1 million dû aux intérêts pour les 100 000 titres. 100 000 titres encore en vie fois 10, 1 million. Et puis, 15 000 titres fois 160, 2,4 millions, ça fait au total 3,4 millions. L'année d'après, si on en a remboursé 15 000, on a plus de 85 000 titres encore en vie, qui touche un coupon de 10, donc ça fait 850 000, auquel on rajoute le remboursement de 17 500 titres à 170 €. Et voilà comment on a les différentes valeurs. Alors ce qu'on vous dit ici, c'est que ces 5 valeurs-là sont égales. On a fait en sorte que ça soit des annuités constantes. Ça peut se faire d'ailleurs en première année, je crois que je fais un exercice un peu. Bon, là c'est pas le cas parce que les valeurs que j'ai mis au hasard ne correspondent pas. Alors on peut utiliser, c'est ce que j'ai mis en commentaire, un outil de résolution, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je ne sais pas si c'est l'analyse de scénario. Je ne vais pas l'ouvrir. Grosso modo, le petit truc qu'il faut comprendre ici, c'est que vous voyez que les prix de remboursement ils augmentent de 10 par an. Et 10, c'est justement le montant d'un coupon unitaire. Donc en fait, ce que vous ne versez plus aux obligations qui sont déjà remboursées est compensé par ce que vous allez payer chaque année en plus en termes de prix de remboursement. Donc il se trouve que ça revient à dire que annuité constante ou tranche égale, c'est pareil. Donc si vous faites 20 000 à chaque fois, donc 5 fois 20 000, vous trouvez 5 annuités constantes de 4 200 000. Et c'est uniquement parce que grâce à l'augmentation des prix de remboursement, ça c'est pour éviter de faire des calculs compliqués, eh bien on compense exactement les pertes de paiement. On augmente de 10, et d'un autre côté on verse plus. Bref. Vous avez votre tableau d'amortissement. Le calcul, c'est juste, c'est assez simple. Vos facteurs d'actualisation en fonction d'un taux. Donc par exemple, celui-là, c'est peut-être 10. Donc si vous actualisez tous les flux ici à 10%, vous obtenez 13 600 et quelques pour 100 000 titres, c'est-à-dire un prix par titre de 136,77. Ce qui vous est indiqué, c'est que le taux de rendement actuariel brut en cas de conversion est de 10%. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça, on le trouve dans les notices d'émission des obligations convertibles. Ça veut dire si vous n'utilisez pas la conversion, le droit de conversion, et que vous avez traité ça comme une obligation classique, vous l'avez payé à un certain prix, elle va vous verser globalement, enfin pour tous les titulaires, elle va vous verser les flux qui sont ici dans la deuxième colonne, 1 million et ensuite 4,2 millions. Et si vous actualisez ça à 10%, ben vous avez le prix en cas de non-conversion. 136,77. Donc valeur obtenue en actualisant. Maintenant on vous dit, ah mais oui, mais en réalité, si j'avais émis une obligation classique, j'aurais dû servir du 13%. Pourquoi, en émettant une obligation convertible, elle peut se contenter d'offrir un taux actuariel de 10%? Parce qu'il y a justement droit de conversion. Et qu'elle dit aux personnes qui souscrivent, bien, je ne vais pas vous donner la même rémunération qu'une obligation classique où vous payez, vous serez remboursé. Je vais vous rémunérer moins
Par contre, vous pourrez être actionnaire. Et du coup, si elle avait dû émettre une obligation classique, elle aurait dû payer 13% de rendement. C'est l'hypothèse. Hein. L'idée, c'est que si on émet une obligation convertible, c'est que le taux actuariel est inférieur, ça coûte moins cher en termes de taux à l'émetteur. Sinon, il ne va peut-être pas s'embêter à faire de la dilution et à émettre des quasi-fonds. Donc, si ici je mets 13%, j'obtiens 115,35. J'obtiens moins. Hein, du coup, la convertible vaut moins dans son aspect obligataire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur nue. Donc, on émet une obligation convertible à 136,77. Si à ce prix-là, on a juste une obligation classique, ça veut dire qu'elle nous rapporte du 10%. Mais si la société avait voulu émettre une obligation classique, elle aurait dû proposer du 13%, c'est-à-dire qu'elle aurait émis en fait à 115,35. La différence entre les deux, c'est la valeur du droit de conversion. Donc elle a un plancher obligataire à l'émission à 115,35, mais elle a un droit de conversion de 21,42, ce qui fait qu'elle demande de payer 136,77. Et ce 136,77 correspond à un rendement, si c'est une simple obligation, de 10%. Valeur nue, droit de conversion. Ici illustré par un calcul simple. Donc si je reviens à mon petit schéma, à l'émission, plancher obligataire 115,35, droit de conversion 21,42. Okay. Mais c'est bien 136,77 qui est payé. Alors du coup, il y a un petit lexique. En dessous, on note, par exemple ici, Q, la valeur de l'OC, on va la noter O, S, la valeur de l'action sous-jacente. On définit la base de conversion avec un petit oméga, ça s'appelle parfois ratio de conversion. C'est quoi? C'est le nombre d'actions que vous obtiendrez en convertissant une obligation. Typiquement 1. Convertissez une obligation convertible, ça vous donnera une action. Ensuite, la valeur de conversion, c'est oméga S. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la valeur de conversion? Si avec une obligation convertible, vous pouvez obtenir oméga action. La valeur de cette obligation en cas de conversion, bah, c'est oméga fois le prix de l'action. C'est oméga S. À ne pas confondre avec le prix de conversion qui est Q sur oméga. Pourquoi? S, vous l'observez sur les marchés financiers. Imaginez que là, l'action vaut 300. Et que vous ayez, il faille, là c'est oméga égale combien? Je crois que c'est 0,5. Ah si, on va le faire. Je vais rester sur ce truc-là de 300. Là, imaginez que vous ayez qu'il faille 2 obligations convertibles pour obtenir une action. Oméga égale 0,5, c'est-à-dire par obligation convertible une demi-action. Vous avez une obligation convertible qui vaut 136,77 à l'émission. L'action vaut 300. Vous savez, pour obtenir une action, il faut que vous convertissiez 2 obligations. Donc 136 fois 2, 272. Donc, si vous convertissez vos 2 obligations, vous donnez 272 pour avoir quelque chose qui vaut 300. Ça vaut pas. Par contre, si l'action vaut 200, ça vaut pas. Alors, le calcul, c'est pas aussi simple que ça, mais du coup, quand vous calculez le prix de conversion,
oméga fois S, eh bien, vous pouvez comparer directement à ce que pour, par exemple, le convertible. Donc, si je fais 0,5 fois 300, j'ai 150 que je compare à 136. Mais l'autre raisonnement qui est intéressant, c'est aussi de dire, ce que je vais faire, c'est faire Q divisé par 0,5, et ça, c'est ce que j'appelle le prix de conversion, et c'est ce prix que je compare au cours de S. Donc, dans un cas, oméga S, vous comparez à Q, dans l'autre cas, Q sur oméga, vous comparez à S sur le marché. Donc, vous utilisez l'un ou l'autre en fonction de ce que vous voulez regarder pour savoir ce qui est plus intéressant. La prime de conversion, en pourcent plutôt, c'est Q moins oméga S sur oméga S. C'est la prime qui est inclue dans le prix de la convertible par rapport à ce qu'elle pourrait avoir en étant convertible. Et puis ensuite, vous avez aussi le droit de conversion exprimé en pourcent, c'est-à-dire le 21,42 par exemple, rapporté à la valeur nue, pour savoir quelle est la part dans le prix de la convertible qui est relative à son droit de conversion. Évidemment, plus c'est élevé, plus vous allez être du côté de l'option, elle est en dessous. Avec un droit de conversion important, dire votre pôle il est vraiment très élevé. Du coup, si on regarde un petit peu ce que ça donne sur notre exemple numérique, donc on a une obligation convertible qui est émise à 136,77, dont la valeur nue est 115,35, donc un droit de conversion de 21,42. La prime par rapport à la valeur nue, ça va être bien l'écart, c'est-à-dire les 21,42, J12 moins J14, rapporté à cette valeur nue de 115,35, c'est-à-dire ici un peu plus de 18%. Rapporté à la valeur nue, le droit de conversion, c'est un peu moins d'un cinquième de la valeur de la conversion. Si je regarde la prime de conversion, donc la prime de conversion, on vous dit que la prime par rapport à la valeur nue, c'est les 2/3 de la prime de conversion. Autrement dit, la prime de conversion, c'est les 3/2 de la prime par rapport à la valeur nue. Ça veut dire que la prime par rapport à la valeur nue, qui est 18,57, vous donne une prime de conversion de 27,85. Donc la prime de conversion, c'est par rapport, c'est Q moins oméga S sur oméga S. Prenez le lexique. Ce qui veut dire, comme vous connaissez Q, que vous connaissez S, qui vous est donné à 213,94, vous en déduisez la base de conversion qui normalement vous est donnée, là, elle est déduite du reste. Donc là, c'est 0,5, c'est l'exemple que j'ai donné. C'est-à-dire qu'avec ces paramètres-là, il faut 2 obligations convertibles pour obtenir une action. C'est exprès pour ne pas avoir que des valeurs de base de conversion entière. Pas forcément le cas. Je vais vous dire, c'est pas forcément 1, 2, ça peut être 0,5. Donc oméga, c'est 0,5. Le prix de conversion, c'est la valeur divisée par 0,5. Donc 136,77 divisé par 0,5, ou 136,77 fois 2. La différence entre 52 et 54, ça doit être juste le et donc là, vous avez des exemples de calcul normalement de tout ce qu'il y a dans le lexique. Donc vous pourrez le reprendre pour savoir si vous comprenez bien ce que ça veut dire. Il n'y a rien d'optionnel. C'est juste du vocabulaire des conversions. La dernière question, vous avez dit qu'on fait un ajustement de la conversion quand on a parlé d'ajustement des bases d'exercice dans les groupes. Donc imaginons que, un peu après l'émission, l'entreprise procède à une augmentation capitale avec une action gratuite pour 5 actions mensuelles. Donc ce que j'avais dit mardi, c'est que quand il y a une opération sur capital, comme ça change l'assiette du nombre d'actions de référence, ça suspend la cotation de ce type de titre. Obligation convertible ou autre souscription d'action, on est obligé de suspendre parce que ça va changer les conditions mêmes dans lesquelles vont convertir les détenteurs des obligations. Là, l'entreprise opte pour ce qu'on appelle un ajustement de la base de conversion. J'attends le résultat de mon opération, je regarde
on va supposer ici que l'opération est un succès, c'est-à-dire qu'on a effectivement tout attribué une action pour ça gratuit, c'est pas compliqué, c'est gratuit, des choses, un succès, et donc on va calculer la nouvelle base de conversion. Alors ici, il y a une donnée qui ne sert à rien, c'est l'obligation de la 250. C'est la blague, elle est pour les bateaux d'ajouter. Donc du coup là, c'est l'ajustement. Donc l'ajustement, vous êtes avec une base de conversion de 0,5, vous augmentez 20% l'actionnariat, et bien il va falloir augmenter de 20% votre base de conversion. Donc vous passez de 0,5 à 0,6. J'aimerais que vous réfléchissiez à ça et que vous compreniez bien pourquoi on passe de 0,5. C'est peut-être très clair pour le coup. Si c'est clair pour vous, tant mieux. Si c'est pas clair, je vous invite à prendre un petit exemple numérique. Vous pouvez prendre, par exemple, 100 000 actions. D'accord ? Et puis, vous prenez pas les exemples numériques qui sont donnés ici, mais si vous faites ça, il y a 100 000 actions. Donc ça, si vous les convertissez, ça veut dire que vous obtenez 5000 actions par conversion. Donc ça veut dire 5%. Vous pourriez dire, vous avez 5 sur les 105. Ça dépend ce que vous voulez faire, peut-être par rapport à la vie. Qu'est-ce qui se passe? Une action gratuite. Pour 5 anciennes. Bien là, vous avez 100 000 actions. Vous en avez donc 120 000. Et vous avez toujours si vous les exercez, avec oméga égale 5000, vous vous retrouvez avec 5 sur les 120 qu'il y avait au départ. Alors que là, vous étiez à 5 sur 100. Donc si vous voulez compenser, voici assis. D'accord? Parce que quand il y a une émission, c'est bien, les détenteurs des convertibles pensaient avoir un certain pourcentage des actions après une conversion. Et comme la base des actions a changé,
vous avez du mal à comprendre pourquoi on passe de 0,5 à 0,6, pourquoi on est obligé d'augmenter la base de conversion du même pourcentage que l'augmentation du nombre d'actions, vous faites un petit raisonnement numérique. D'accord? Donc c'est ça la technique d'ajustement de la base de conversion dont j'ai parlé. Je vous enverrai aussi des fichiers Excel. Ça, vous aurez les calculs qui est tout en plus. Alors, quelle est la différence entre le droit de conversion, donc ce caractère optionnel du droit de conversion, et l'option d'achat? On va retrouver certains éléments comme pour les bons. C'est-à-dire que d'abord, c'est émis par une entreprise. Donc, lors d'une émission d'actions, d'obligations convertibles, vous avez une augmentation de la dette. Mais s'il y a conversion, vous allez ensuite avoir création d'actions et dilution. C'est ça le caractère hybride. C'est que vous commencez à augmenter la dette parce que vous émettez des obligations, et que s'il y a conversion, eh bien vous vous retrouvez avec un actionnariat qui a été changé. Donc vous avez la modification de la volatilité des actions. Donc on va suivre Merton et on ne va pas approcher le caractère optionnel du droit de conversion par une option sur S, pas sur le sous-jacent, pas sur l'action. Alors en fait il y a deux comptes. Donc ça c'est Merton. Ensuite, il faut être réaliste. Il y a plusieurs façons d'aborder et on aime bien sur les marchés ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît c'est quand même plutôt le sous-jacent, l'action. La valeur de la firme, ce n'est pas un actif financier tangible sur les marchés. D'abord parce que, si vous regardez bien, V, ce n'est pas la valeur de la firme complète. C'est la valeur de la firme, action, plus le produit qu'on émet. Un bon, une dette fictive dans Merton en 74. Ce n'est pas quelque chose de financièrement observé sur les marchés directement. Presque observable. On fait la somme de la valeur de deux actifs, c'est pas compliqué. Sauf que les marchés aiment bien observer ce qu'on a directement. Donc, dans les années 90 en particulier, je pense à un rapport de Goldman Sachs en 96, il continue à évaluer en deux morceaux. Ce qu'on connaît bien, c'est une obligation. Ça, on sait évaluer une obligation. Et puis, on sait évaluer une option. Et comme quand même c'est un produit de dette risqué, tout ça, on travaille beaucoup plus sur l'aspect risque de crédit contenu dans l'obligation. Je fais le lien avec le cours de Ingao. Donc si on fait ça, comme on sous-estime dans l'obligation, on est obligé de travailler plus finement sur les risques associés à l'obligation. Donc ça c'est Goldman Sachs 96. Du coup, vous avez, ah bah oui, je l'ai même mis, 94. Donc des modèles dans lesquels le sous-jacent c'est l'action. Et dans ce cas-là, eh bien, on évalue séparément la valeur nue et puis l'option. On néglige le phénomène de dilution. Et par contre, on va faire plus attention au risque de signature. Et donc, on va travailler sur le risque de crédit. Et donc, c'est Valuing Convertible Bonds as Derivatives, novembre 94, comme ça. Je ne sais pas pourquoi je remonte 96. Et puis, il y a l'autre. Moi, je vais continuer à suivre parce qu'on en a parlé, mais je dis qu'en variable d'état, c'est une transaction. On prend la valeur de la firme, action plus obligation convertible. On intègre le phénomène de dilution, on suit Merton. Et puis, par contre, dans un premier temps, on va prendre en compte que le risque de défaut à l'échéance. Mais ça aussi, on pourrait très bien l'évaluer différemment. Dans la simulation de V, on peut très bien mettre des seuils en lesquels il y a dès qu'on descend sous une certaine valeur, on va considérer qu'il y a faillite. Les processus à barrière,
Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'évolution du pseudo-bilan. Alors là, je n'ai pas remis ce qui se passait avant l'émission, où c'était financé par des actions. Je suis directement parti de, vous avez émis les convertibles, donc vous avez des actions plus des convertibles. Ce qu'on a vu sur les bons, c'est que vous aviez des actions plus des bons. C'est exactement pareil. Au lieu d'avoir NS ou CW, j'ai mis NS ou CW. Et on va à l'échéance, pour les mêmes raisons. Et là, on a donc des prix qui ont évolué et trois situations différentes. Ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu tout à l'heure? Ça vous rappelle quoi ces trois situations? Le VSAR, c'est pareil. Alors, sauf qu'il y a quand même deux différences totales. L'une, c'est que les montants de remboursement n'ont rien à voir avec les montants de remboursement des bons de souscription. Les bons de souscription, c'est une forme d'indemnisation, si vous voulez, parce que vous n'exercez pas. Là, vous êtes avec une dette, donc c'est vraiment des niveaux de remboursement de dette beaucoup plus importants. Puis il y a une très très grosse différence. Qu'est-ce qui manque dans ce schéma-là qu'on avait dans le schéma des bons de souscription d'actions remboursables? Il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire qu'une convertible, quand vous le convertissez, vous renoncez à votre remboursement pour devenir actionnaire public. Ce n'est pas de l'exercice. C'est un peu comme si vous aviez un bon remboursable avec l'exercice public. Sauf que si vous faites ça, vous oubliez que ce sont deux produits de nature très différents. C'est-à-dire qu'une obligation convertible, c'est d'abord un produit de dette convertible. Alors qu'un bon de souscription d'action, c'est une option avec une indemnisation si jamais vous exercez. Il faut vraiment garder ça en tête. On regarde visuellement, on dit c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus de E. Financièrement, ce n'est pas le même produit. Comptablement, ça ne va pas être le même produit. Donc les impacts derrière sont à garder en tête. Sinon, il n'y a rien de compliqué. Vous avez trois cas. Soit vous convertissez, et à ce moment-là, j'ai mis la base de conversion. Voilà. Donc vous avez M oméga actions supplémentaires. Soit vous remboursez parce que ce n'est pas intéressant de convertir, et à ce moment-là, soit il y a un remboursement total parce que la firme en a bien, soit la valeur de la firme est trop bas, et il y a un remboursement partiel, et les actions ne valent plus rien, et les convertibles sont considérés comme les seuls à se répartir de la valeur. Alors, comme il est 13 h, on va s'arrêter là, et du coup, on pourra voir après, ça permettra de laisser tirer un peu, et on pourra voir la position de conversion. Profitez-en pour reprendre, je suis sûr que vous ayez bien compris jusque-là, en particulier les différences entre dossier et BSA.